Et si choisir ton futur métier était un voyage fun et interactif? Découvre le livre Mission Orientation, l'aventure en 10 étapes pour trouver ta voie et réussir ton choix métier formation. Vous êtes élève, étudiant, parent, enseignant, éducateur. Dans une démarche de reconversion professionnelle, procurez-vous Mission Orientation sur edukia.com/mission orientation, Amazon Monde et dans les librairies de France en Côte d'Ivoire. Embarquement immédiat. Bienvenue sur edukia.com, la plateforme qui est dédiée à l'orientation scolaire et aux études supérieures en Afrique. Je suis Ina et sur cette chaîne, j'ai le plaisir de partager avec vous des conseils, des ressources pour préparer au mieux votre avenir professionnel. Alors, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à partager les contenus et à nous dire aussi quel type de contenu vous souhaiteriez voir sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, on se retrouve pour un Zoom métier. Et pour cela, on a le plaisir d'avoir avec nous Babacar, qui va nous parler de son métier d'ingénieur biomédical. Alors, je suis sûre que plusieurs d'entre vous ne connaissent pas forcément ce métier. Et l'idée, justement, c'est qu'on en apprenne plus et qu'on sache aussi quels sont les débouchés, notamment en Afrique de l'Ouest, et puis quel parcours il faut suivre pour arriver à ce métier. Je me tourne vers toi, Babacar. Merci beaucoup d'être avec nous cet après-midi. Le plaisir est pour moi. Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc, alors, l'idée, c'est que tu nous expliques un peu ton quotidien, ce que tu fais. Et ça tombe bien, on est en plein, on va dire, dans ton espace de travail. Donc, tu pourras nous montrer aussi quelques équipements que tu utilises, mais aussi dont tu t'occupes, on va dire, finalement, de l'entretien globalement et de la mise en place. Effectivement. Voilà. Donc, je te laisse nous parler de ton métier. En quoi ça consiste d'être ingénieur biomédical? Bon, tout d'abord, je me présente. Je m'appelle Babacar Gueye. Je suis ingénieur biomédical, travaillant au Sénégal. Bon, comme vous le voyez, actuellement, je suis dans mon espace professionnel. Mon métier consiste à Généralement, mon métier consiste à m'occuper de l'entretien, du bon fonctionnement des équipements hospitaliers qui sont à ma disposition ici dans la clinique. Je rappelle que je suis responsable technique dans une clinique ophtalmologique au Sénégal qui s'appelle la Clinique des Yeux et dont je porte la tenue de travail. Qui est là. On est en pleine immersion là, donc c'est super. Effectivement. Donc, en gros, c'est ça. Mon travail consiste essentiellement à entretenir le matériel, le dispositif médical, de l'accueil au bloc opératoire, en passant par les salles de consultation, les salles d'exploration, m'occuper de tout ce matériel, du bon fonctionnement, de leur bon état de fonctionnement, de la fiabilité aussi des résultats, qui est très important dans ce métier. Voilà, en gros, voilà à quoi consiste essentiellement mon métier. D'accord. Alors, par exemple, quand tu arrives le matin, de quoi se compose ta journée? Quels sont les différents, que ce soit des réunions, que ce soit le fait de rencontrer d'autres collègues, que ce soit le fait d'intervenir directement sur les équipements? Qu'est-ce que tu fais dans ta journée de travail? Bon, d'habitude, ma journée commence au petit matin dès que je rentre dans la clinique. La première opération à faire, c'est de déhousser les machines. Parce que quand je finis ma journée, je mets la housse pour protéger toutes les machines. D'accord. Et donc, pour certaines machines, il faut une vérification journalière. Donc, je procède au test des équipements pour voir si l'équipement est opérationnel, si on peut se fier aujourd'hui à cet équipement-là. Après, on ouvre un ticket dans la journée, c'est-à-dire par rapport aux différentes réclamations. Parfois, tu as des médecins qui te disent, bon, aujourd'hui, j'ai un petit souci avec la lampe à fente, il me faut voir ceci. Souvent, on a des petites pièces à changer. Bon, c'est ça qu'on appelle dans le jargon le ticket. Donc, journalièrement, on a des tickets qui sont ouverts et dès qu'on finit
notre tâche qui consiste à procéder aux tests, à la désinfection et tout des machines, on procède à l'ouverture des tickets. On essaie de voir qu'est-ce qui n'a pas marché hier et on remédie à ce problème. Ok, d'accord. Et les tickets, vous les recevez sur un ordinateur? Oui, les tickets, c'est sous ma responsabilité. Ça fait partie de ma fiche de poste, comme on dit. Donc, bon, après, chaque responsable avec sa manière de travailler. Hein. Moi, j'ouvre des tickets journaliers par rapport aux préoccupations des différents médecins et des différents utilisateurs. Parce que aussi, parfois, je suis là, mais je ne gère pas que les équipements. Il y a l'aspect aussi électricité de manière générale de tout le bâtiment qui repose aussi sur ma responsabilité. Et donc, voilà. Les tickets, je les ouvre. Ça, c'est ma façon à moi personnelle de travailler. Procéder. Et effectivement. Voilà. En termes d'organisation aussi, c'est peut-être plus simple. Comme ça, on sait les urgences. Exactement. Ça me permet aussi de classifier parce que, bon, actuellement, je suis seul. J'ai un stagiaire qui doit intégrer l'équipe à partir du mois prochain. Mais là, je suis seul, donc je ne peux pas tout faire d'un seul coup. Donc, il faut procéder aussi par priorisation. Voilà. Et ces tickets qui sont ouverts, ça permet de prioriser les interventions. Ok, entendu. Et alors, sur quel type d'équipement tu interviens? Bon, comme je l'ai dit tantôt, là, c'est une clinique ophtalmologique. Donc, j'ai pas mal d'équipements ophtalmo ici. Derrière moi, on a l'Optical Coherence Tomography. C'est ce qu'on appelle l'OCT dans le jargon. C'est cet équipement qui nous permet d'avoir une radiographie de l'intérieur de l'œil. D'accord. C'est aussi un équipement qui nous permet d'avoir les différentes couches au niveau de la rétine, parce que, comme on le sait bien, il y a la rétine, il y a plusieurs couches aussi qui vont avec. Donc, ça nous permet d'avoir, disons, la topographie des différentes couches pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas de pathologie et tout. Par exemple, pour des sujets diabétiques, souvent, ces couches font office d'œdème. Donc, c'est cet équipement-là qui nous permet de le voir. S'il y a une autre pathologie aussi qui est très virale, qu'on appelle le glaucome, c'est cet équipement qui nous permet vraiment de... Ça fait partie du bilan optique pour cette pathologie qu'on appelle le glaucome. D'accord, ok, c'est très clair. Et du coup, de l'autre côté, on va se pencher un peu plus pour voir de quoi il s'agit. De l'autre côté, ici, on a l'échographie. Ça, c'est ce qu'on appelle l'écho-B. Dans l'ophtalmo, on appelle l'écho-B. Donc, comme son nom l'indique, quand c'est l'échographie, ça nous permet d'avoir une image à l'intérieur de l'œil, particulièrement basée maintenant sur la membrane de la rétine. Parce que pour certains cas où on a un décollement de la rétine, c'est cet équipement-là qui nous permet de voir exactement l'amplitude, les angles et tout. D'accord. Derrière, on a le biomètre. Oui. Bon, ça, c'est un équipement qui nous permet d'avoir toutes les mesures de l'œil, c'est-à-dire la profondeur de l'œil, qu'on appelle la longueur axiale, la kératométrie, les rayons de courbure de l'œil, l'épaisseur cornéenne, qu'on appelle la pachymétrie, la distance white to white. Waouh, on apprend tout le jargon là. Ah oui. Bon, c'est quand même un équipement qui est très complet. Tout à fait. Qui fait vraiment beaucoup de choses. Et c'est la biométrie. Ça nous permet aussi de calculer la puissance des implants à mettre par rapport au sujet. Par exemple, dans le cas de la chirurgie de la cataracte, qui consiste à extraire le cristallin, il faut le remplacer. Et donc, pour le remplacer, il faut mettre un implant qui pourra jouer le même rôle du cristallin avec les mêmes puissances dioptriques. D'accord, ok. Et ça, alors, c'est une partie des machines. Enfin, alors, moi, j'appelle ça machine, mais on dit équipement. Mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup d'autres, à mon avis. Bon, disons que je viens de vous montrer que, disons, 10% des machines. Ah oui, d'accord. Et du coup, j'ai envie de savoir, pendant la formation, on apprend chacune de ces machines ou c'est des choses qu'on découvre sur le terrain? Bon, pendant la formation, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ingénierie biomédicale est scindée en plusieurs domaines de la médecine.
Après, chacun se spécialise selon son domaine de confort, où il se sent mieux et tout. Mais dans la formation, il y a des cours que l'on appelle instrumentation. OK. L'instrumentation consiste à, par exemple, si on parle du bloc opératoire, on va essayer de lister l'essentiel des équipements qu'on voit et qu'on peut trouver au niveau du bloc opératoire. OK, d'accord. Et dans ce cours, l'objectif, c'est pour chaque domaine de la médecine, on te fait la liste de ces équipements et on t'explique à peu près les principes de fonctionnement de chaque équipement. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne faut pas, bon, pour des questions de calibrage et d'étalonnage, là, chaque machine diffère. Mais de manière générale, pour la maintenance, il faut juste des notions de base en électricité, en électronique, en mécanique. Pour certaines machines, c'est juste ça. Mais à l'école, on ne t'apprend pas machine par machine. Par machine. Non, 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 non. Mais ce que j'entends aussi, c'est que finalement, il y a des compétences que justement, peut-être que j'ai acquises à l'école sur certaines machines que je vais retrouver sur celles-ci. Ce sont des compétences, en fait, qui sont transférables. Parce que peut-être qu'il y a la même mécanique derrière qu'on peut retrouver et du coup, on n'est pas totalement perdu. Effectivement. Ok, d'accord. Ça, c'est vraiment pour les gens profanes qui ne connaissent pas comme moi. Non, en fait, ce qui diffère de chaque machine, c'est d'abord le principe de fonctionnement. D'accord. Et les composants. Ok. Voilà. Il n'y a que ça qui diffère des machines. Après, les composantes de la machine sont dictées par le principe de fonctionnement. La machine sert à quoi? Et a priori, on ne peut pas intervenir sur une machine dont on ne connaît pas son principe de fonctionnement. Tout à fait. Ok. Voilà, franchement, c'est très, très clair. C'est bien expliqué. Merci beaucoup pour cet éclairage. Et en fait, tu as parlé des domaines de spécialisation. Et je me dis que c'est intéressant de savoir. Alors, quand je suis ingénieur biomédical, ce n'est pas juste je suis ingénieur biomédical. Je suis spécialisée dans quoi, par exemple? Exactement. Parce que la médecine, elle est vaste. On ne peut pas maîtriser tous les équipements de la médecine. Ça, honnêtement, je pense que c'est impossible. C'est quasi impossible. On ne peut pas être acteur, caméraman, réalisateur, monteur, etc., etc. Ça, on ne peut pas le faire. Donc, il faut à un moment donné se spécialiser. Donc, c'est un peu ça. Et puis aussi, moi, personnellement, mon cas est un peu isolé. Parce que là, disons que j'ai fait une reconversion. Ok, d'accord. Voilà. Il faut comprendre qu'à l'école, je suis sorti ingénieur biomédical, mais j'étais spécialisé dans le bloc opératoire. Ok. Et maintenant, en cours d'expérience post-formation, j'ai eu un certificat en centrale d'oxygène. Alors, qui signifie quoi? Qui signifie que je suis habilité à intervenir pour la maintenance des centrales d'oxygène, l'évaluation de la pureté d'oxygène, etc., etc. C'est un peu clair, d'accord. Donc, c'est un peu ça. Après, c'est par la suite que j'ai été invité à ce projet d'une clinique ophtalmo. Bon, j'ai quand même fait confiance aux connaissances que j'ai acquises en cours de formation et en période d'expérience post-formation. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas? Je me suis lancé dedans. Il faut aussi signaler que j'ai été formé par l'entreprise qui nous a permis d'acquérir ces équipements. J'ai été formé par 3 techniciens de cette entreprise, qui est une entreprise espagnole, qui est en Espagne. Voilà. J'ai eu le privilège quand même d'être formé au départ par 3 techniciens espagnols. Parce que justement, ça me permet de rebondir. Quelle est ta formation initiale? Qu'est-ce que tu as suivi comme parcours de formation avant d'ajouter cette spécialisation, on va dire, ou cette spécialité? Ok. Bon, d'abord, j'ai eu un baccalauréat scientifique en série S2, ici au Sénégal, on dit S2. C'est-à-dire, c'est le baccalauréat scientifique, mais axé sur les sciences naturelles et les mathématiques. Après le bac, j'ai fait 2 années en classe préparatoire.
C'est 2 années que tous les étudiants redoutent, hein, parce que c'est que les Oui. mathématiques, la physique, la chimie. Hein. Alors, en particulier, quand on se prépare à un cycle ingénieur, c'est vrai que… Exactement. Voilà, OK. Donc, c'était 2 années quand même, voilà, c'était quand même assez dur. J'ai fait 2 années de classe préparatoire. Après, en licence, j'ai fait une licence en technologie appliquée à l'Université Polytechnique de l'Ouest africain, toujours. Donc, après la licence, je me suis spécialisé dans l'ingénierie maintenant biomédicale. Et j'ai fait 2 années de Master 2 et qui coïncide au cycle d'ingénieur ici, depuis la licence 3, pour sortir ingénieur biomédical. OK, d'accord. Super. Et en fait, en termes de matière, alors, je pense que tu en as cité quelques-unes déjà, mais Oui. quelles étaient, par exemple, les grandes matières que vous avez étudiées pendant ce cursus, alors en particulier d'ingénieur, hein, pas forcément en prépa avant? Ok, bon, il y a quand même pas mal de matières. Hein. Les citer, ça me prendrait énormément de temps. Ouais, j'imagine. Parce que je me rappelle, en Master 1, semestre 1, on avait 15 matières, ne serait-ce que pour Ah le oui. semestre 1. Ah, c'était tendu. Mais il faut comprendre que les matières, quand même, qui sont les plus importantes, bon, toutes les matières sont importantes dans ce métier. Mais d'abord, il y a l'électricité, qui est très important. OK. Il y a la mécanique aussi, qui est D'accord. très important. Parfois, à un moment donné, on fait de l'électromécanique. D'accord. OK. Voilà. C'est différent de l'électricité séparément et de la mécanique séparément, mais comme il faut juste des notions de base, à un moment donné, on fait aussi de l'électromécanique. Mais à part ces formations techniques-là, il faut aussi, il y avait un cours qui était très intéressant qu'on appelait les technologies biomédicales. OK. Voilà, c'est un cours qui t'apprend aussi d'abord comment exploiter la documentation technique d'un équipement, parce qu'il faut comprendre que ces équipements arrivent avec parfois des livres de volume 4, 5, 6, tu vois. Ouais. Voilà. Et ouais, mais lire aussi peut-être. voilà, il faut lire et puis il faut savoir aussi l'exploiter. Il y a une légère différence. Donc, il faut savoir, c'était un cours qui nous permettait de lire des schémas inconnus, qui nous permettait d'avoir des techniques aussi de diagnostic, parce que pour réparer une machine, pour faire la maintenance curative d'une machine, il faut avoir aussi une certaine méthodologie. Ce n'est pas qu'on vient, on attaque directement, on ouvre, non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Il faut poser un diagnostic, comme en médecine, comment ça se passe. Oui. Le patient, il est là, et il souffre, tu as les symptômes, tu interroges les symptômes, tu interroges la machine, parce que ce sont des machines aussi qui parlent. Dans chaque machine, il y a l'historique des alarmes, il y a l'historique des pannes. Donc, il faut savoir les interroger aussi à eux. Et donc, ce cours nous permettait d'avoir vraiment des techniques de diagnostic, comment aborder le problème, comment y remédier, et éventuellement comment faire pour que la prochaine fois, ça ne se répète pas ou bien que ça vienne dans un délai plus long. D'accord, ok. Ok, très clair. Et en termes de qualité et compétences qu'on doit avoir dans ce métier, tu dirais que ce sont lesquelles? Bon, moi, je suis une personne, d'habitude, je fais bien la différence entre qualité et compétence. Compétence, c'est ce que tu tires de l'école ou bien ce que tu gagnes sur le terrain. Oui, c'est un peu ce que tu as appris, effectivement. Voilà. Les compétences, bon, c'est un peu ce que je viens de dire tantôt. C'est avoir des techniques de diagnostic, c'est avoir un peu les notions de base en électronique, en électricité, en électromécanique. Ça, ce sont les compétences. Aussi, il faut être bien en anglais. Ça, je tiens bien à le signaler. Je tiens bien à le souligner surtout. Et c'est super parce qu'à chaque fois, quand justement quelqu'un le dit, je le souligne. Donc là, je suis très contente. Ah oui, oui, oui. Moi, personnellement, j'ai l'habitude de dire ça souvent aux étudiants. L'anglais, à l'heure actuelle, l'anglais, c'est une langue très importante d'ailleurs, et incontournable. On ne peut pas se passer de l'anglais actuellement. Parce que ces équipements, déjà, la langue d'exploitation, c'est en anglais. Et aussi, la documentation est en anglais. Donc, l'anglais, c'est incontournable dans ce métier-là.
Donc, en gros, c'est ça, un peu les compétences. Il faut avoir des notions de base dans quelques domaines techniques. Il faut, il faut avoir un bon anglais parlé. Il faut être bon en anglais, comme on dit. Et après, côté qualité, d'abord, il faut être rigoureux. Oui. Ça, c'est très important. Ça, vous ne pourrez pas y échapper. Hein. Ouais. Comme dans tout métier d'ailleurs. Dans beaucoup de métiers, mais là, je pense voilà. que... Mais ici, la rigueur s'impose particulièrement parce que on travaille avec des équipements médicaux. Et parfois, souvent, on accuse les médecins d'erreurs médicales, alors que derrière, on souffre de fiabilité des résultats. Parce que le médecin, il n'est pas aussi un extraterrestre, ce n'est pas un génie. Voilà. Il se base juste des résultats d'imagerie pour poser son diagnostic. Et donc, d'où l'intérêt vraiment d'être rigoureux dans ce qu'on fait, de bien étalonner, de bien calibrer les machines au millimètre près pour éviter ce genre d'erreurs. Parce que c'est des erreurs, bon, à la longue, la réalité, c'est que ça peut coûter la vie. Tout à fait. Voilà. Donc, la rigueur surtout. L'anecdote que j'ai l'habitude de raconter à des amis, des collègues, quand j'étais en stage à l'hôpital principal de Dakar, je travaillais souvent sur un équipement, l'échographie, qui se situait dans le service d'imagerie. Et à un moment donné, j'étais le technicien pour faire la maintenance de cette échographie. Et quelques mois plus tard, je suis tombé malade, je souffrais d'une maladie. Et il me fallait faire cet examen-là, l'échographie. Je suis parti à l'hôpital et on m'a fait l'examen sur ta propre machine. Sur cette même machine-là. Et donc, ce jour-là, j'ai compris que, voilà, il faut de la rigueur dans ce qu'on fait parce que si je ne l'avais pas bien fait, déjà, peut-être même, on pourrait me dire, bah, l'échographie ne marche plus. Ou bien, on me diagnostique quelque chose que je n'ai pas, ou bien on ne trouve pas ce que j'ai. C'est ça, exactement. Et donc, ce jour-là, je pense que j'ai été vraiment très fier de moi. Bravo. Parallèlement, j'ai compris qu'il fallait être rigoureux. Bon, après cet aspect de rigueur, il faut aussi être concentré dans ce qu'on fait. C'est un métier, moi de nature, je suis quelqu'un de très distrait, bon, voilà, mais il faut parfois dominer cela et il faut de la concentration. Il faut de la concentration parce que des erreurs de manipulation peuvent coûter vraiment cher. C'est des équipements qui coûtent des millions et vraiment, la non-fonctionnalité d'un de ces équipements se répercute sur le portefeuille de la clinique. Directement. Parce que c'est des examens qui coûtent cher, qui font rentrer de l'argent, comme on dit. Et donc, si ça tombe en panne, ou bien si c'est bousillé, ça se répercute forcément sur l'activité aussi, clairement. Voilà, donc l'intervention sur ces équipements aussi demande beaucoup de concentration. Après, de manière générale, il faut être quelqu'un qui est à l'affût de la connaissance de manière générale, c'est-à-dire on est en formation perpétuelle. Voilà. Il faut, parce que la technologie avance. Bien sûr. Aujourd'hui, je travaille sur ces équipements. On dit que c'est la dernière génération, d'accord. Je n'en disconviens pas. Là où je suis en train de vous parler, quelque part dans le monde, il y a 500 étudiants qui sont quelque part, qui font marcher la technologie. Peut-être demain, une autre machine va sortir avec une technologie de pointe. Donc, il faut constamment se former, il faut être quelqu'un, il faut être curieux intellectuellement. D'accord. C'est des bons points à mentionner, comme ça au moins, enfin ceux qui, on va dire, s'intéressent à cette voie sauront qu'est-ce qu'il faut. Alors, si on ne l'a pas déjà cultivé cela, et puis si on l'a déjà, tant mieux, on a toutes ces chances en fait. Alors, quels sont les avantages que tu vois à ton métier? Bon, niveau avantage, il y a beaucoup d'avantages. Déjà, c'est mon métier, je sais que ça intéressera tout le monde, a priori. Et c'est un métier quand même qui est
qui est bien payé quand même. On va y venir. Hein? L'avantage, un peu, c'est ça. Après aussi, c'est un métier qui est en pleine expansion. Ouais. Parce qu'il faut comprendre qu'on est en Afrique et on est dans un contexte caractérisé par la maintenance de manière générale qui pose problème. C'est une question nationale dans tous les pays, dans tous les ministères, ministère de la Santé, bien évidemment. Donc, c'est un métier qui est en pleine expansion. Donc, a priori, c'est un domaine qui embauche bien. L'avantage, les avantages, c'est ça. Après, en interne aussi, l'avantage qu'on a, c'est qu'on fréquente quand même un monde qui est merveilleux. Parce que la médecine, quand même, c'est un monde... déjà, ça te permet d'avoir vraiment beaucoup de rigueur en soi. Et ça te permet quand même de te remettre constamment en question. Tout à fait. Oui, parce qu'on est en contact avec parfois si c'est la médecine, c'est comme tu pars à l'hôpital, parfois tu vois des personnes. Bon, ça te permet quand même de redescendre quand même sur Terre, parce qu'on est tous encore jeunes. Hein. Parfois, on va avoir une montre à 10 000 euros, parfois on va avoir une voiture à 100 000 euros. Voilà, ça, il ne faut pas en vouloir à la jeunesse. Mais travailler dans ce monde te permet de réaliser que, en fait, le bonheur dans la vie, ce n'est pas juste de vivre dans un luxe. D'accord. Le luxe en soi, c'est d'avoir la santé. Ok. Bon, en tout cas, bravo, parce que c'est sage, on va dire, ce que tu nous transmets. Donc, merci beaucoup. Et en termes d'inconvénients, est-ce que tu en vois? Bah, comme dans tout secteur, hein. L'inconvénient premier, c'est que tous les médecins nous accusent quand ça ne va pas. Ok. Ça, il faut le comprendre. Hein. Ça, c'est notre combat au quotidien. Quand ça ne va pas, c'est l'ingénieur biomédical, c'est le technicien. Ok, d'accord. Et malheureusement, quand tout va bien, c'est les médecins, c'est les infirmières, voilà. Bah oui, ils prennent les honneurs. Hein. Après, voilà, je vais même en profiter pour dire une chose. Travailler dans ce métier aussi t'oblige à cultiver une certaine humilité. Ok. Parce qu'on est tapis dans l'ombre. Aujourd'hui, un patient ne reviendra jamais pour remercier et dire oui, je veux voir le technicien pour dire merci. Non, non. Un patient qui guérit, pour lui, c'est le médecin. Ouais, c'est ça. Et rares sont les médecins qui retournent un peu en arrière pour dire aux techniciens ou aux ingénieurs, merci beaucoup. Grâce à vous, j'ai pu réussir mon opération. Ou l'anesthésiste qui te dit, grâce à toi, j'ai pu réussir. Voilà. Donc, il faut comprendre que souvent, on est tapé dans l'ombre. Et je pense que c'est ça qui donne à ce métier aussi son originalité. Oui, et c'est aussi pour ça que, comme j'ai dit au début, peut-être que plusieurs personnes ne connaissent pas. Et moi, pareil, quand j'ai découvert ce métier il y a quelques années, je me suis dit, ah, mais c'est intéressant, je ne savais pas que ça existait. Enfin, on n'y pense pas, en fait. Alors que finalement, comme dit, il y a beaucoup d'actions. Et c'est pour ça aussi que sur Edukia, j'essaie, ou en tout cas de mettre en lumière des métiers auxquels on ne s'attend pas, mais qui jouent un rôle. Parce qu'effectivement, quand on parle de santé, les gens voient médecin, pharmacien, enfin les habituels, quoi. Exactement. Mais, voilà. Mais c'est important de savoir que, en fait, sans les ingénieurs biomédicaux, par exemple, ça ne fonctionnerait pas. Donc, voilà. Voilà, faut prendre en compte, on va dire, tout le monde qui intervient dans la chaîne, on va dire, soit de valeur, soit de service. OK. Alors, qu'est-ce qui t'a le plus surpris quand tu as commencé le métier? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris? Oui. Bon. Ça serait quand même un peu difficile à répondre à cette question. OK. Mais j'avoue que ce qui m'a le plus surpris, c'est comment est-ce que la science a pu intégrer, a pu comment dirais-je, s'infiltrer dans la médecine.
parce que actuellement, je me suis rendu compte que actuellement, on n'est plus dans le temporaire. D'accord. Actuellement, il y a des équipements médicaux Mhm. qui peuvent te prédire un cancer d'ici 5 ans, d'ici 10 ans. Nous en sommes à ce stade-là. Ok, d'accord. Donc, moi, j'avoue que quand j'ai vraiment découvert ce monde biomédical, j'ai Mhm. été vraiment fasciné par la technologie qui est Ouais. derrière. Aujourd'hui, tu pars chez le le médecin radiologue, Mhm. il te dit assois-toi, tu mets ta main comme ça, pouf, tu as une image de ta main. Mhm. Bon, en tant que patient normal, tu ne te poses pas la question à savoir comment est-ce que ça s'est passé. C'est clair. Voilà. Mais nous, ingénieurs biomédicaux, à qui cela nous intéresse, Mhm. quand on découvre maintenant la technologie qui est derrière, Mhm. ah, c'est fascinant, c'est fascinant. Ouais. On compte quand même qu'il y a des gens qui se sont battus pour vraiment, qui se sont vraiment. Qui ont vraiment réfléchi pour que justement Ah ça oui, 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 soit oui, quelque ah chose oui, de- à ouais. coup sûr, à coup sûr, à coup sûr. Ok, super. Ouais. Alors, maintenant, justement, on a abordé cette question un peu plus tôt, mais la question des salaires. En fait, alors, quand je débute, j'ai fini mes études, c'est mon premier job. C'est quoi un peu la fourchette de salaire? Je ne dis pas forcément un montant exact parce qu'en général, ça dépend d'où tu travailles, mais la fourchette de salaire que quand on me dit à l'entretien, quelle est votre prétention salariale, je peux te dire. Bon, après, ça dépend. Il faut comprendre aussi que à la fin des études, on ne peut Mhm, pas directement attaquer un contrat où on est libre de négocier ce qu'on veut. mhm. C'est Voilà. vrai. Donc, voilà, il faut quand même faire son petit bonhomme de chemin, comme on dit. Ouais. Il faut aller faire un stage, il faut aller se former, il Mhm, faut aller trouver son domaine de confort. Parce que, comme j'ai dit tantôt, mhm. on ne peut pas être ingénieur biomédical dans tout, tout. Non, non, non. Ouais. Il faut un domaine de confort. Je me dis, bah, voilà, donc moi, c'est le laboratoire qui m'intéresse, c'est les équipements de labo qui m'intéressent. Mhm. Après une année, 2 années d'expérience, là, on peut être en mesure quand même de négocier. Mhm. Et tantôt, je vous ai parlé de cet aspect multidimensionnel de mon domaine, Mhm. parce que à la sortie, on peut travailler pour différents secteurs. On peut travailler à l'hôpital ou bien dans une clinique, Mhm. Très bien. comme mon poste actuel. Mhm. Et pour ça, il y a 2 niveaux de poste. Soit on est responsable technique, là, on est le responsable. Tout ce qui est technique, ça dépend de nous. Après, on a des stagiaires ou des Mhm. techniciens à qui on confie maintenant certaines tâches. Et pour ça, on peut vraiment aspirer, bon, en francs CFA, hein, Oui. Mhm. bon, on peut aspirer à avoir entre 500 et 700 000, D'accord. ouais. Et, voire même plus, hein. Là, je Ok. parle parce que, voilà. Oui, il faut donner une estimation. Tout à fait. Ok. En tant que technicien, Mhm. maintenant, en tant que technicien, parce que le technicien aussi, c'est quelqu'un qui se forme plus tard à occuper le poste de responsable. Oui. Donc, le technicien aussi, il peut aspirer entre minimum, il peut avoir 350, 400, Mhm. 700 aussi. Parce que parfois aussi, il y a une légère différence entre le responsable technique et le technicien. Oui. Or, c'est une différence hiérarchique. Mhm. Ouais. Et puis, bon, il y a les paperasses administratives aussi, c'est le responsable qui gère ça. Oui. Souvent, on discute avec le fournisseur sur Mhm. les points de commande. Bon, il y a toutes Après, ces. c'est souvent aussi le niveau d'études qui va déterminer cette Voilà, distinction. voilà, Pour le exactement. technicien, on est souvent bon, bac plus 2 ou plus 3. Exactement. Et enfin, quand on est ingénieur, du coup, qu'on a le niveau de guillemets bac plus 5, là, on va plus avoir peut-être directement, ou en tout cas avec un peu d'expérience, le côté Voilà, responsable pour ces postes-là. voilà. Donc, c'est un peu ça. Ok. Sinon, de l'autre côté aussi, on peut travailler pour une société qui fait de la vente d'équipements biomédicaux. D'accord, ok. Et là, on fait l'installation, on fait, on, là, on est ingénieur commercial et technique.
On est technicien D'accord, ok, la commercial. double casquette. On part, on cherche la clientèle. Mhm. Et qu'on trouve un marché, on part, on installe et on assure la maintenance. Et là, j'avoue que ça paye beaucoup plus. Ok. Ah, parce que j'ai une fois eu la chance de travailler ainsi. Mhm. Euh, déjà, tu es payé par jour Mhm. en cas d'installation Ouais. et tu as un quota minimum fixe quand tu trouves un client. Mhm. Et ça, tout ça ajouté maintenant à ton salaire catégoriel fixe. Donc, Mhm. dans ce sens-là, tu peux avoir jusqu'à peut-être 900 000, 1 million et plus. Ok, d'accord. Et Ouais. bah, merci beaucoup pour ces précisions et puis pour le fait de nous avoir indiqué un peu les différentes lieux de travail, mais aussi modalités de travail. Et moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'on peut travailler de manière indépendante, c'est-à-dire que bah, je crée ma propre peut-être structure où je vais d'hôpitaux en hôpitaux ou de clinique en clinique pour faire ce travail. C'est très possible. Mhm. C'est très possible. Vous Ok. savez, tout est question de choix. Mais moi, j'ai l'habitude de dire une chose à mes promotionnaires. Bon, toute personne qui me reconnaîtra dans cette vidéo saura que ça, c'est ma parole. Mhm. Je ne suis pas contre le fait d'entreprendre. Mais d'abord, tout le monde n'est pas né entrepreneur. Tout le monde n'est pas entrepreneur de nature. Ouais. Ça, il faut le savoir. Mhm. Et deuxièmement, moi, je pense que ce n'est pas seulement le défi à relever dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas un défi financier, Mhm. mais il faut de la connaissance. Il faut un bon carnet d'adresses. Ouais. Ça, c'est un message que je lance à ces personnes qui Mhm. s'empressent d'aller ouvrir une société, mettre Mhm. des posts sur WhatsApp, qui pensent que le monde marche comme ça. Non. Ouais. Voilà. Parce que il faut comprendre aussi que les équipements biomédicaux, Mhm. c'est bien régi par la loi. Mhm. C'est pas comme si je partais pour acheter mon téléphone ou bien voilà, Mhm. c'est des biens, Mhm. mais dont l'acquisition, quand même, est régie par un certain nombre de règles, Ok. notamment la formation. Il Mhm. faut former le futur utilisateur de l'équipement en question. Ouais. Il faut assurer la garantie de l'équipement s'il y a des Mhm. pièces à changer en cas de panne. Mhm. Et il faut assurer aussi la maintenance hors période garantie. D'accord. Ok. C'est pas quelque chose que c'est pas quelque chose que tu vends et puis tu tournes le dos à la clientèle. Non. Tu peux Mhm. vendre un équipement et le suivre toute la vie. Ok. D'accord. C'est Donc, clair. ça, c'est un message pour ceux qui s'empressent d'entreprendre. D'entreprendre. Mhm. C'est le rêve de tout le monde. Moi-même qui suis en train de vous parler, Mhm. demain, je rêve d'avoir une société, vendre des équipements un peu partout en Afrique. Mhm. Mais pour le moment, je pense que l'objectif, c'est d'acquérir le maximum d'expérience. On est Ouais. encore jeune, c'est le Mhm. temps d'apprendre, c'est le temps de trimer, c'est le temps de se fatiguer. Voilà. D'accord. Je comprends. Et effectivement, je comprends que vu que c'est quand même assez spécifique, ça vaut le coup d'effectivement de voir une diversité d'équipements, de se faire la main avant de partir en indépendance, surtout si ça met la vie de personnes entre vos mains. Voilà. Donc, on n'est pas en Merci. train entre guillemets, de s'amuser dans ce domaine. Donc, clairement, je comprends. Alors, Pour, est-ce que… Mhm. excusez-moi, pour ceux qui s'empressent Ouais. d'entreprendre, vous Mhm. pouvez vendre des consommables. Hein. Vous, vous pouvez vendre des gants. J'en ai ici, des gants, D'accord. OK. Des accessoires des comme ça en plus. surblouses. Personne D'accord. ne va vous appeler pour vous dire que, bon, j'ai une paire de gants qui est en panne. OK. Ça, tu n'entendras jamais. Mhm. Pour ceux qui veulent de l'argent, vous pouvez commencer par ça jusqu'au jour Mhm. où, voilà. OK, entendu. Effectivement, quand on a plus d'expérience, en tout cas dans ce domaine, je pense que ça a plus de poids aussi, même quand on envoie sa candidature, ou en tout cas qu'on essaie d'avoir un job en indépendant. Alors, est-ce que tu dirais que dans ce métier, tu es sédentaire ou tu es nomade? Tu bouges tout le temps ou non, pas forcément? Ah non, on n'est pas, on est tout sauf nomade. D'accord, OK.
Mais c'est-à-dire, parce que du coup, ce que moi j'entends par nomade, c'est-à-dire que tu es au même endroit, mais tu vas d'une salle à une autre, tu te déplaces, tu n'es pas juste assis devant ton bureau, en fait. C'est ça que j'entends. Moi, je pense que je rentre dans mon bureau. Bon, déjà, il faut comprendre que un ingénieur biomédical, il n'a pas de bureau. OK. Il a un atelier. D'accord. OK, c'est clair. Nous, on n'a pas de bureau. Un ingénieur biomédical, tu vas trouver dans son bureau table, machine, imprimante. Ce n'est pas un ingénieur. Hein? OK. Lui, c'est un bureaucrate. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Nous, on n'a pas de bureau. On a des ateliers. Mm-hmm. C'est là où vraiment tout ce qui est maintenance curative se passe. C'est là où on stocke nos pièces de rechange, nos outils de travail. Voilà. Après, notre atelier peut être aussi bien ordonné, bien truc, voilà. Après, ça dépend de... Bon, moi, je dirais que je suis tout sauf nomade, comme j'ai dit tantôt, parce que il y a des activités cliniques qui se déroulent. Il y a, par jour, on a par exemple 2, 3 opérations à faire. Et voilà, avant chaque opération, je dois préparer la salle. OK. Pendant l'opération, je suis dans la salle. Et après l'opération, je dois stériliser mon équipement. D'accord. OK. Et parallèlement, il y a les préoccupations journalières de chaque médecin. J'en profite pour taquiner un peu les femmes. Ouais. Tu vois ta collègue qui vient, sa machine ne démarre pas. Automatiquement, ça appelle le technicien. Hein? On ne cherche même pas à voir s'il n'y a pas un câble qui s'est débranché. Non. Direct, je vois. Ma machine ne marche pas. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, en fin de journée, là, on est au bureau pour faire notre rapport journalier, pour préparer un peu demain comment ça va se passer. D'accord. Passer les coups de fil au niveau des fournisseurs, parce que parfois, c'est un peu ça. Mais on est tous sauf normal. D'accord. Et j'allais demander les horaires du travail, justement. C'est quoi? Dans mon contrat, c'est de 9h à 18h. OK. Du lundi au vendredi. D'accord. Le samedi, de 9h à 13h. Mais je pense que avec l'éthique professionnelle qui s'y est, bon, je ne le dis pas après pour me glorifier, loin de moi cette idée, honnêtement. Mais je pense que pour mieux faire son travail, il faut venir un peu plus tôt, préparer le terrain. Après, à la descente, là, on est plus calme. Il n'y a pas de monde, on peut faire tranquillement. Comme j'ai dit tantôt, on est encore jeune. C'est le temps qu'il faut rentrer tard chez nous. C'est le temps qu'il faut se fatiguer. C'est le moment. Après, on va se reposer. Après, on pourra... Voilà. Mais actuellement, on est jeune. Il faut se concentrer dans le travail. OK. Donc, c'est un peu ça. Après aussi, il faut comprendre que pendant la journée, j'ai aussi ma pause. Hein, que oui, voilà, tu ne peux pas que travailler toute la journée. Ah non, voilà. Ma pause, je ne rate jamais ça. J'en profite pour fermer les yeux un peu, avoir du café et ça redémarre. La sieste, c'est important quand même si on fait l'impasse, mais c'est important. Alors, est-ce que tu as des conseils que tu voudrais donner aux jeunes avant que on se dise au revoir? Bon, déjà, je suis triste à l'idée de vous dire au revoir. Oui, moi aussi. Mais j'espère que l'occasion se présentera, se représentera du moins. Sinon, bon, par rapport au conseil, je pense que tout a été dit dans la rubrique qualité-compétence. Il faut se donner à fond, il faut se concentrer. On a tous des délires de jeunesse. On a tous, comme on dit, la jeunesse, c'est un temps et il faut que jeunesse se fasse. Voilà. Mais à un moment donné de sa vie, quand même, je pense qu'il faut comprendre que nous sommes les leaders de notre vie. C'est très important. Et il faut être concentré à ce que l'on veut. Il faut être vraiment... Il faut avoir aussi une certaine conscience.
C'est-à-dire il faut savoir discerner Ouais. le bon du mal, voilà, le Ok. bien du mieux. Parce que c'est très important. Il y a une chose, c'est bien, d'accord, on n'en discute pas. Mais moi, je pense qu'il faut toujours aller dans une dynamique de faire le mieux. Ok. Et Oui. là, on est à peu près sûr de ne pas basculer sur le mal, tu vois. C'est pas bon, on ne va jamais l'entendre. Donc, je pense que c'est un peu ça. Et un message surtout fort aux jeunes Africains, croyons en nous, croyons en nous, Ouais. même si il y a beaucoup de choses qui se font ailleurs dans le monde, mais pas en Afrique. Il faut que nous croyions toujours en nous. Bien On a sûr. la capacité. C'est des équipements. Moi, je ne suis pas né là où on a fabriqué ces équipements, mais aujourd'hui, le fabricant lui-même, il ne peut rien me dire quelque chose qui m'échappe de ces équipements. Parce que j'ai toujours voulu découvrir ce que c'est. J'ai été curieux par rapport à ces équipements. Voilà. Donc, ça envoie un message fort. Il faut que nous croyions en nous. L'avenir du monde, c'est l'Afrique. Tout le monde le dit. Peu de gens y croient. Mais moi, personnellement, j'en suis convaincu. Et je pense qu'il y a tout ce qui se passe actuellement dans le monde converge vers cette idée-là. Ouais. Et donc, voilà. Et moi, je voulais quand même rajouter un petit point. On est d'accord que, parce que voilà, je sais qu'il y en a qui vont quand même se poser la question, c'est de savoir, ingénieur biomédical, on est d'accord, on peut être une femme ingénieur biomédical, et bien même. Ah oui, 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 oui. Je tiens à le préciser parce que je sais que quelquefois on peut se mettre des barrières, mais en fait, effectivement, moi, du coup, c'est un appel que je vais lancer aux jeunes filles qui vont regarder la vidéo. C'est aussi du fait que le métier d'ingénieur biomédical, pardon, est ouvert pour vous. Donc voilà. Et vous savez pourquoi, même actuellement, moi, j'encourage beaucoup de femmes à le faire. Vous savez, les gens, naturellement, les gens ont beaucoup plus confiance aux femmes qu'aux hommes. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'était moi, on allait dire que c'est pas moi. Non, ça, je vous le dis parce que, surtout dans le monde du business, les gens ont naturellement confiance aux femmes qu'aux hommes. Et donc, on est beaucoup plus aisé d'acheter un équipement chez une femme que chez un homme. Voilà. Après aussi, quelle femme peut intégrer ce monde? Parce qu'il faut comprendre que l'ingénierie biomédicale ne marche pas avec des mains qui sont souvent jolies, hein? Ah non. Bon, ça, c'est une information du coup qu'on a aussi. C'est très important. Donc, on ne peut pas faire sa manicure et après aller faire de l'ingénierie biomédicale. Pardon, tu disais? On ne peut pas faire sa manicure et après aller faire de l'ingénierie biomédicale. Je pense que c'est après, c'est le contraire. On fait son ingénierie, après on part faire ça. Voilà. Okay. Non, je veux juste dire que bon, c'est pas comme si aussi on peut intervenir sur les équipements à distance. C'est des tournevis, c'est des pinces à main, tu travailles avec l'électricité, parfois tu sens un peu de vibration, voilà. Oui, ah oui, d'accord. Voilà. Okay. Si c'est l'électronique, parfois il faut souder un peu, c'est la chaleur, donc voilà. Si on est prêt à supporter ça, je pense que les femmes ont toute leur place à faire dans ce corps de métier. D'accord. Et j'encourage même les femmes à le faire. Honnêtement, je les encourage. Moi j'allais dire surtout, alors, du coup, c'est un aspect aussi, hein, mais pour la précision et la rigueur, parce que j'ai interviewé une femme qui est développeur web et mobile, et elle aussi, elle m'a dit que, en fait, elle trouvait que c'était très intéressant pour elle en tant que femme, parce qu'elle pouvait mettre, alors, toutes les femmes ne l'ont pas, hein, on ne fait pas un cliché là, mais pour celles qui l'ont, c'est bien parce que leur sens du détail, en fait, est piqué au vif, et ça les challenge dans ce genre d'activité. Exactement. Voilà, donc pourquoi pas? Voilà, clairement. Exactement. Donc, c'est pour dire qu'il y a des barrières parce que naturellement, peut-être qu'on a des forces qu'on peut appliquer dans ces secteurs-là, en fait. Oui. Non, vous savez, dans ce secteur-là, il n'y a pas, c'est pas une force manuelle. Moi, je n'ai pas de biceps. Je ne suis pas le plus musclé au monde. OK. Mais c'est une force intellectuelle. Tout à fait. Si on est capable de se concentrer, si on est capable d'apporter des solutions à nos problèmes, je pense que ça va. OK.
Parfait. Alors, moi, du coup, avant de te remercier, je vais présenter, on va dire, aux internautes le livre Mission Orientation. Donc, avec ce livre, c'est que, alors, Babacar, lui, il a trouvé sa voie. Ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et quand on ne sait pas justement quel métier ou quelle formation on va choisir, l'idée, c'est de se procurer le livre Mission Orientation qui est disponible. Alors, il est disponible en France, mais il est aussi disponible à la librairie de France en Côte d'Ivoire. Et l'idée, c'est vraiment de le rendre disponible dans d'autres pays d'Afrique. On y travaille, et notamment le Sénégal. Et le lien sur lequel vous pouvez vous connecter pour voir justement tous ces pays dans lesquels il est disponible et les liens, c'est edukia.com/mission orientation. Donc, je vais écrire ça en barre d'infos, comme ça vous aurez le lien du livre. Et l'idée, c'est qu'en 10 étapes, c'est-à-dire qu'on fait une aventure, hein, c'est un peu un voyage. L'idée, c'est qu'à la fin, on puisse se dire, ah ben tiens, je me connais mieux, donc il y a tel métier ou tel métier qui peut mieux me convenir. Et en tout cas, en termes d'orientation, je peux faire un choix après le bac, même quand je suis étudiant et que je me sens un peu perdue, ou même quand j'intègre la vie, le monde, on va dire, du travail. Donc, voilà un peu le livre Mission Orientation. Alors, du coup, Babacar, merci beaucoup. Je vous en prie. De nous avoir donné, parce qu'en fait, là, non seulement tu nous as donné les éléments propres à ton métier, tu nous as parlé aussi d'autres spécialités, d'autres domaines de ce métier qu'on ne connaissait pas. Et en plus de ça, tu nous as donné même des conseils, on va dire, en termes de vie aussi, et puis de ce que la jeunesse, en tout cas, peut considérer pour être toujours dans une logique d'apprendre, de se perfectionner, avant, effectivement, de pouvoir vivre certains rêves auxquels elle aspire. Donc, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je vous en prie. J'ai un tout dernier conseil. Bien sûr. Toujours par rapport à l'orientation. Là, je ne parle pas de mon métier. Même si c'est l'essentiel de ce que je retrouve dans tous les équipements. J'aimerais bien que la jeunesse oriente son choix dans l'intelligence artificielle. OK. Bon, parce qu'on est dans un monde où l'intelligence artificielle, malgré ses limites, quand on peut dire aussi, elle a démontré ses limites, mais dans un futur proche, l'intelligence artificielle risque de remplacer beaucoup de métiers. Ouais. Et d'où l'intérêt de se former, de travailler dans un domaine où l'intelligence artificielle est le cœur de ce domaine-là. Oui, d'accord. OK. Donc, c'est très important. OK. Bah, c'est noté. En tout cas, j'espère que vous notez bien que, en tout cas, déjà, la technologie, c'est important, mais l'intelligence artificielle, encore plus, notamment dans ces domaines. OK. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Babacar. Pour moi, je vous remercie à vous. Et je suis sûre, pareil, et je suis sûre que ça va susciter des vocations et que ceux qui connaissaient ou ceux qui ne connaissaient pas ont appris beaucoup plus de choses et ils vont pouvoir s'orienter vers ce métier en sachant aussi justement le parcours que tu nous as retracé de comment on fait pour parvenir à celui-ci. Notre interview est maintenant terminée. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager, bien sûr pour susciter, comme on a dit, des vocations et de nouveaux centres d'intérêt professionnels aux personnes que vous connaissez. Et en attendant, moi, je vous dis à très bientôt sur edukia.com.